Paris, palais de justice, 23 juillet 1945. On est en plein été, il fait une chaleur écrasante et là s'ouvre un procès, un procès historique, celui du maréchal Pétain. Oui, un moment très attendu et très lourd symboliquement. Comment juger l'homme qui était à la fois le héros de Verdun et puis le chef de l'État français sous l'occupation, collaborant avec l'ennemi? C'est un peu ça le nœud du problème. Exactement. Alors l'idée aujourd'hui, c'est de revenir un peu sur les moments clés, les enjeux, et puis bien sûr, le verdict de ce procès hors norme, en se basant sur ce qu'on sait, les archives, les témoignages. Oui, tout à fait. Et pour comprendre, il faut peut-être rappeler le contexte. Pétain avait été emmené en Allemagne fin 44. Oui, Il demande à rentrer en France au printemps 45, sachant qu'une instruction judiciaire le visait. il savait ce qu'il attendait? Il s'y attendait, oui. Donc il est arrêté dès son retour, incarcéré au fort de Montrouge. Et pour le juger, lui et puis d'autres de Vichy ont créé une cour spéciale, Ah oui, ok. une cour spécifique. Comment elle était composée, cette cour? Plutôt des juges pros ou... Ah, c'était un mélange, justement, volontairement. Il y avait des magistrats de carrière, bien sûr, mais aussi des jurés. Des jurés? Oui, pour moitié des parlementaires, ceux qui avaient refusé les plans pouvoir à Pétain en 1940, et pour l'autre moitié des figures de la résistance, ou même des victimes de Vichy. D'accord, un mélange de justice classique et de légitimité, disons, politique et morale issue de la guerre. C'est ça, l'idée était là. Et l'accusation? C'était quoi le chef d'accusation principal? Le cœur du dossier, c'était l'article 75 du Code pénal, l'intelligence avec l'ennemi. Donc la trahison, voilà. C'est vraiment le mot qui va flotter sur tout le procès. Trahison. On parle aussi d'atteinte à la sûreté de l'État, mais bon, c'est le rapport à l'Allemagne qui domine tout. Mhm. Et chose intéressante, la position de De Gaulle. Il voulait une condamnation, hein, c'était clair, pour marquer le coup, légitimer l'épuration qui était en cours, Oui, la purge des collaborateurs. c'est ça. Mais en même temps, il avait laissé entendre, avant même le procès, qu'en cas de peine de mort, il y aurait une grâce. Le souvenir de Verdun, sans doute. Donc une condamnation de principe, c'était presque joué d'avance, mais sans aller jusqu'au bout de la sanction. En quelque sorte, oui. L'enjeu était symbolique, politique, fixer la responsabilité historique. Et l'accusé lui-même, Pétain, il a 89 ans, comment il apparaît? Les témoignages le décrivent comme très âgé, fatigué, la mémoire parfois défaillante, du mal à se concentrer longtemps. Lui, il se voit comme une victime des Allemands, il dit avoir été un bouclier, Un bouclier pour protéger les Français? c'est sa ligne. Et il semble très très affecté par cette accusation de trahison. Du coup, ses avocats lui imposent une stratégie assez radicale. Laquelle? Le silence. Il lit une déclaration au début, peut-être une à la fin, mais entre les deux, mutisme complet pendant les débats. Il ne répond à aucune question. Ah oui, le silence comme défense. Ça a dû être très commenté, ça. Énormément. Et ça cachait aussi d'ailleurs des tensions entre ses propres avocats. Payen, qui était le bâtonnier et son avocat principal, jouait plutôt sur l'âge, la contrainte allemande. Alors que le jeune Izorni, lui, était plus combatif. Il assumait la responsabilité de Pétain, mais en disant que son action avait été globalement positive. D'où ce choix du silence, peut-être pour éviter une défaillance de l'accusé à la barre. On imagine l'ambiance. Salle bondée, cette chaleur terrible dont tout le monde parle, la tension. Quels témoignages ont vraiment marqué les esprits? Alors ce qui est frappant, c'est un peu le choc des récits. D'un côté, on a les grandes figures de la Troisième République. Reynaud, Blum, Daladier. Les vaincus de 40. Voilà. Et ils utilisent un peu la barre comme une tribune, pour rejouer la débâcle, expliquer l'armistice, parfois se justifier aussi un peu. Les échanges sont très vifs, hein. Surtout entre Reynaud et le général Weygand, qui défend l'armistice bec et ongle. Du coup, le procès Pétain, c'est ainsi devenu un peu le procès de la défaite de 1940. En grande partie, oui. Ça prend un temps fou dans les débats. Presque trop, pourrait-on dire, par rapport aux années de collaboration elles-mêmes, la persécution, Et de l'autre côté? qui témoigne. De l'autre côté, on entend des voix de la collaboration. Pierre Laval, par exemple, qui dit clairement « Le procès Pétain, c'est un peu le mien. Il lie son sort au sien. » On évoque Darnan, de Brinon, des figures sombres. Oui. Et puis surtout, face à eux, il y a les témoins de la résistance, de la déportation. Marcel Paul, par exemple. Eux, ils viennent rappeler la réalité très dure de la répression, de la politique antisémite sous Vichy, et la responsabilité de Pétain là-dedans. C'est vraiment deux France, deux mémoires qui s'affrontent dans ce prétoire. Après toutes ces semaines d'audience, on arrive au réquisitoire du procureur Mornay. Il demande la mort. Oui, la peine de mort. Puis, les plaidoiries finales de la défense. Et enfin, le jury se retire pour délibérer. Longue délibération, hein? Très longue et houleuse d'après ce qu'on en sait.
Le jury discute ferme sur la qualification des faits. Finalement, c'est l'intelligence avec l'ennemi, l'article 75, qui est retenu. Et la peine de mort, elle est votée, mais à une seule voix de majorité. Une seule voix, c'est dire si ça a été serré, hein. Extrêmement serrée. La décision a été très difficile à prendre pour ces jurés. Et le verdict tombe finalement dans la nuit du 14 au 15 août 1945. Coupable d'intelligence avec l'ennemi, de trahison, donc condamnation à mort. Oui, peine capitale plus l'indignité nationale, ça veut dire qu'il perd tous ses droits, son titre de maréchal, et la confiscation de ses biens. Mais, point très important, Oui, la Cour, aussitôt le verdict prononcé, émet le vœu que la peine de mort ne soit pas exécutée. Ce procès, c'était bien plus que le jugement d'un seul homme, même si c'était Pétain. C'était le procès nécessaire, sans doute, mais douloureux, d'une période noire, le procès de Vichy, de la collaboration. Un moment où la France a essayé tant bien que mal de regarder son histoire en face. Et ce verdict, ce procès, ça continue de peser sur la mémoire collective, encore aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. Ça reste un point sensible, complexe, et ça nous renvoie à une question finalement assez fondamentale et toujours d'actualité. Comment est-ce qu'une nation fait avec la mémoire d'une figure comme ça, qui incarne à la fois une gloire passée, Verdun, c'est incontestable, et puis une faillite morale aussi profonde que la collaboration? Quelle place on donne à ces personnages complexes, pleins de contradictions, dans notre récit national?